beauté, dépasser les normes oppressives de genre, de racisation et de perfection. Échange littéraire avec Kiemis autour de son livre « Je suis votre pire cauchemar ». Un échange conduit par Inès Elchir dans le cadre de la Semaine contre le racisme et le Salon du livre en mars 2023. Musique et mixage, Karami. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la ville de Genève et merci à IDIL pour l'organisation de cet événement. Merci à vous aussi d'être là avec nous ce dimanche matin. Et c'était pas forcément facile un dimanche de changement d'heure. Alors ce que je vous propose, c'est de passer un moment avec nous pour qu'on puisse tous ensemble tenter, ou en tout cas contribuer à saboter le patriarcat. Et pour le faire, on va se laisser guider par notre invitée, par Kiemis, et par ses mots, et notamment ceux qu'elle a consignés dans son dernier livre, « Je suis votre pire cauchemar ». Alors Kiemis, vous êtes autrice de nombreuses manières. On a commencé à vous connaître grâce à votre blog « Les bavardages de Kiemis ». Vous parlez d'afroféminisme, d'antiracisme, de politique, mais aussi de sujets plus divers comme la pop culture. Vous avez également été chroniqueuse pour le podcast Quoi de meuf. Et actuellement, on peut vous trouver sur Mediapart comme présentatrice d'un format vidéo récurrent qui s'appelle Rends la joie. Je vous conseille vivement, c'est vraiment très riche. Et enfin, vous avez publié 2 livres. Je suis votre pire cauchemar, dont vous allez nous parler aujourd'hui, que vous trouvez ici. Et avant cela, un recueil de poésie qui s'appelle À nos humanités révoltées. Alors merci d'être là. Et en préambule de cette discussion, je voulais commencer par vous dire merci. Merci d'avoir écrit ce livre. Je me suis sentie comprise et je me suis sentie aimée. Ah. Et j'ai conscience que c'est étrange de dire que l'on peut dire d'un texte qu'on se sente aimé, mais c'est ce qui m'a donné comme sensation. Alors déjà, bonjour. Effectivement, merci d'être avec moi ce matin, ce dimanche matin. Je suis très honorée de votre présence et de votre attention. C'est agréable d'être là du coup puisque on remercie. Je suis ravie de ce que vous me dites parce que effectivement c'est ce que je souhaitais. J'avais envie d'un livre, même si c'est un livre qui est puissant ou qui décrit des phénomènes qui sont pas simples. J'avais envie d'un livre qui soit doux et qui soit quand même un peu tendre. Voilà, donc ça me ravit qu'il y ait eu cette sensation de chaleur. J'espère que d'autres lecteurs et lectrices l'auront. Voilà. Alors votre essai, il part d'un point de vue situé, qui est celui que vous occupez en tant que, alors je vais résumer en gros, une femme, cisgenre, noire, grosse, parisienne, quelque part à cheval entre la génération des millennials et la Gen Z, je dirais. Gen Z, peut-être pas. Et à partir de ce point de vue situé, vous analysez les ramifications politiques de votre rapport au corps. Et cette écriture qui est donc la vôtre, qui va utiliser l'expérience personnelle pour ensuite aller vers l'essai et la théorisation autour du sexisme, du racisme, du validisme et du capitalisme, c'est quelque chose que l'on voit un peu plus souvent dans la littérature anglo-saxonne. On va penser par exemple au magnifique essai de la très grande Roxane Gay, Hunger, mais c'est quelque chose qui est plus rare dans la tradition française où les essais sont plutôt désincarnés et se veulent une pensée universelle ou du moins qui veut se figurer comme telle. Et ce qui est étonnant, c'est que ça vient d'une poétesse à la base. Comment est-ce que vous avez fait ce grand écart entre la poésie et l'essai personnello-politique ? Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Je vais répondre à la deuxième question et ensuite je parlerai un petit peu de la première. Ce que je trouve intéressant, c'est effectivement
ce saut me paraît pas être un saut puisque quand j'ai commencé à écrire et quand j'ai publié mon premier recueil de poésie, mes proches m'ont dit ah bon, donc toi tu écris de la poésie, je pensais que tu allais nous sortir un essai au vu de tes discussions, enfin au vu de tes engagements et surtout au vu des choses qui t'animent, on t'attendait plus sur un essai plutôt que sur la politique. Donc de mon point de vue, évidemment méconnu, c'est plus un retour sur des sujets qui m'ont traversé, qui m'ont passionné, qui m'ont intrigué. Moi, j'ai fait de l'histoire et j'ai fait de la science politique à la fac, donc quelque part, c'est plus un retour pour moi. Ça me paraissait pas être un si grand saut. Ensuite, pour parler de la forme et de l'usage que je fais des anecdotes pour rentrer dans l'intime, j'ai été très marquée par l'écriture de la sociologue et penseuse que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être, Bell Hooks, qui nous a quittés en 2021, fin 2021, il me semble. Oui, fin 2021, qui est donc une écrivaine et une militante féministe noire, qui était, pardon, une militante féministe noire, qui a écrit un nombre conséquent de livres. Elle était très prolixe et elle a écrit dans des genres tout à fait différents. Donc elle a pu écrire de la poésie comme moi, elle a écrit des livres d'enfants, elle a écrit aussi des essais politiques et elle a fait une thèse aussi. Et quand j'ai rencontré sa littérature, et notamment le livre À propos d'amour, que je conseille à toutes mes représentations, parce que c'est un livre, je trouve, très fort et très beau, très puissant, qui parle de l'éthique de l'amour et comment on peut la réintégrer dans notre société qui en est dénuée, en fait, qui est une société oppressive et donc violente pour beaucoup d'entre nous. Elle utilise en fait cet outil de l'anecdote, ou disons plutôt de l'expérience personnelle, pour ensuite dérouler tout son argumentaire politique ou son analyse politique. Et je trouve que c'est efficace. Je trouvais que c'était bien plus efficace de passer par ce genre-là, parce que je pense que c'est bien de repolitiser aussi nos anecdotes, enfin notre vie, en fait, notre expérience, puisque nos expériences politiques sont chargées d'un savoir. Évidemment, il faut ensuite l'agrémenter de nos recherches, enfin de citations. Dans mon livre, je pense qu'il y a autant de citations de sociologues, de chercheurs universitaires que de pop culture. Donc c'est bien de l'agrémenter, mais ces expériences-là sont politiques. Et ensuite, je pense que à la lecture, c'est aussi plus agréable. Moi, je crois au point de vue situé. Je crois je crois pas en l'objectivité. Enfin, c'est pas que je crois pas en l'objectivité. Je pense que cette idée de neutralité, je peux comprendre pourquoi on essaye de l'atteindre, mais je trouve je la trouve pas aussi efficace qu'on pense. Je pense on a tous des expériences, que ce soit moi évidemment à titre de femme noire, mais aussi n'importe qui, c'est-à-dire ça peut être aussi un homme blanc, une femme blanche. On a tout un parcours de vie qui nous marque et qui nous marque aussi dans nos analyses politiques. On a une position sociale qui nous marque aussi dans nos analyses politiques, dans ce qu'on va lire, dans ce qu'on va ressentir du monde, dans ce que voilà. Et aussi c'est important aussi d'avoir cette foi, peut-être aussi dans les lecteurs, les lectrices, de dire que même à travers mon expérience personnelle, au vu des analyses que je fais, je vais décrire des phénomènes qui nous touchent toutes et tous, et dans ces descriptions, dans ces analyses-là, les lecteurs et les lectrices vont pouvoir s'y retrouver. Et c'est aussi un acte de foi, parce qu'on pourrait se dire, je sais qu'il y a beaucoup ce discours qui vise à dire, mais attendez, les Noirs font, bizarrement ça touche toujours que les minorités évidemment, mais les Noirs font des choses qui sont pour les Noirs, ou les gros font des choses pour les gros, et l'universel serait réservé à un certain type de population. Moi je n'y crois pas. Je pense que c'est aussi réduire, je trouve, c'est aussi manquer de foi. Et moi, j'ai foi, voilà, dans les lecteurs, dans les lectrices. Je crois qu'ils sont en capacité de voir mon humanité et de se voir dans mon humanité. Ou dans mon humanité. Quand je dis mon humanité, je veux dire dans l'humanité des personnes qui peuvent me ressembler. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez à travers votre essai
vous en avez un petit peu parlé. C'est toute la belle tradition du féminisme noir qui est mise à l'honneur et notamment avec des échos à Bell Hooks que vous citiez avec son livre All About Love, bien entendu. Bell Hooks qui demandait aussi ne suis-je pas une femme? Et en fait, c'est là le centre politique de votre propos. Si les normes sociales sur les corps des classes, les corps racisés, les corps gros, les corps non valides, les corps qui prennent des rides et des vergetures, il s'agit là bien plus que d'une considération simplement esthétique. Il s'agit d'une considération politique. Et pour parler de ça, vous utilisez cette image qui est très forte, la fille cauchemar. Alors, qui est cette fille cauchemar et quel destin sert-elle? Alors, c'est intéressant parce que j'ai toujours deux réponses à cette question. La première réponse, c'est la fille cauchemar de manière très directe. La fille cauchemar pensée par, disons, les normes de beauté ou les normes dans la société dans laquelle je m'inscris. C'est une fille qui me ressemble, en fait. C'est une fille qui est grosse. C'est une fille qui prend de la place. C'est important aussi. Mais donc, moi, je prends de la place physiquement puisque je suis grande et grosse. C'est une fille qui n'est pas blanche. C'est une fille que pour l'instant je ne suis pas, mais que j'aspire à être. C'est une femme qui n'est pas jeune aussi. Ce serait une femme aussi qui n'est pas valide. Voilà, c'est tout. C'est finalement tout ce qu'on nous pousse à ne pas être. Tout ce qu'on nous fait craindre d'être, en fait. Je pourrais même dire, pour parler d'autres questions, une femme qui n'est pas attirée par les hommes, ça pourrait être aussi la représentation d'une fille cauchemar. Et ça, ce serait ma première réponse. Ma deuxième réponse, ce serait, mais je vous fais un petit spoiler sur la fin. Ma deuxième réponse, ce serait une fille cauchemar. C'est une femme qui prend de la place, justement. C'est une femme qui, en dépit de toutes ces normes qui lui sont, qui l'écrase finalement, qui la pousse à se réduire. Et quand je dis réduire, je veux pas juste dire réduire physiquement, je veux dire réduire dans l'espace aussi public. C'est une femme qui ne parle pas, qu'on souhaiterait, on souhaiterait l'avoir silencieuse et fragile. En dépit de tout ça, une femme cauchemar, c'est une femme qui se lève. C'est une femme qui résiste. C'est une femme qui renaît. C'est une femme qui refleurit. C'est une femme qui s'étend. Voilà. Donc c'est aussi en fait cette fille cauchemar, c'est aussi celle que l'on utilise un peu comme un épouvantail envers les autres femmes pour les tenir en joue et les tenir sous le contrôle, un contrôle patriarcal, raciste, validiste. Ben, c'est marrant, c'est ça évidemment, et du coup je peux un peu parler du titre, comment le titre m'est venu. Il m'est venu, et l'idée du livre d'ailleurs m'est venue, elle m'est venue quand je discutais avec des femmes qui sont mes amies très proches, des amies très intimes, qui me ressemblent pas du tout, qui seraient dans les codes de beauté de la norme. Donc mince, conventionnellement vue comme belle, avec des longs cheveux, voilà, colorés. Quand je dis coloré, c'est-à-dire pas gris, en gros. Et je voyais à quel point elles se sentaient mal dans leur corps. Et je voyais leur peur panique à l'idée de prendre 1 gramme. Alors qu'elles étaient beaucoup moins grosses que moi. Elles le sont d'ailleurs. Et je voyais ça et je me disais, mais comment vous pouvez avoir... Donc vous avez peur de me ressembler, en fait. Et c'est pas que... Je le dis dans le livre, je suis en humanité avec elle parce que moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'avais peur de me ressembler. Je ne souhaitais pas me ressembler parce qu'en fait, c'est la société qui nous pousse à nous voir comme étant les cauchemars, en fait, finalement. Et donc, moi, quand je les entendais parler, je me disais... et des femmes, encore une fois, qui étaient... très chaleureuse en fait envers moi, envers mon amour. J'ai la chance d'être bien entourée, donc d'être avec des femmes qui, bon, quand vous avez des copines, vous avez envie qu'elles réussissent et elles aussi, elles ont envie de ça pour moi. Donc elles avaient un discours qui était très non mais t'es très bien, on comprend pas pourquoi t'es pas sûre de toi, blablabla. Bla, bla, bla. Et quand elles parlaient d'elles-mêmes, cette peur panique ressortait constamment. Elle ressort, mais en plus dans des endroits mais si quotidiens, si infimes. Oh là là, il faut pas que je grossisse. Attention, si je prends une raclette de trop, je crois que la raclette c'est suisse, ça tombe bien. Voilà, si je prends un morceau de fromage en trop, oh là là, mon Dieu, je vais grossir.
Et cette peur, elle n'est pas partagée juste par mes amis qui sont minces. Elle est partagée. Je me souviens que quand j'ai fait une présentation de ce livre à Paris avec une amie qui est aussi grosse, elle a cité une étude que effectivement je suis allée consulter, qui demandait aux gens: est-ce que vous préférez prendre 15 kilos ou perdre 10 années de vie? Et la plupart des gens ont répondu perdre 10 années de vie. Là, je me suis dit waouh, les gens sont prêts à mourir plutôt qu'être gros. Bon, donc ça montre effectivement comment ces corps peuvent, enfin nos corps, mon corps peut être vraiment considéré comme cet outil de répulsion. Enfin, encore une fois, quand on préfère choisir la mort plutôt que de grossir, bon, après j'imagine que dans le contexte, peut-être que les gens changeraient d'avis, mais voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai d'abord écrit ce livre en discutant avec des personnes qui sont effectivement grosses aussi, en disant oulala, mais on est vraiment le pire cauchemar des gens. Et il y a un petit peu un côté un peu provocateur, je vais l'avouer, de dire bah oui, bah on est votre pire cauchemar, mais ça va. Et si on se défait de... Et en fait, le problème de la peur et de la honte, c'est qu'encore une fois, comme je dis, ça nous empêche. C'est un carcan. Et c'est une prison interne. Et on passe beaucoup de temps à essayer de s'enfuir, mais s'enfuir de cette crainte de me ressembler, par exemple, ou de ressembler à une personne grosse. Et cette énergie, de mon point de vue, elle peut être consacrée à tellement d'autres choses, en fait. Tellement d'autres choses. Et c'est dont je parle souvent dans mon livre, d'ailleurs. Merci beaucoup. Et donc, lorsqu'on est une de ces filles cauchemars, comme vous vous décrivez, et comme j'ai désormais décidé de me décrire aussi, quand on est des femmes grosses, racisées, aux cheveux qui défient la discipline et les carcans blancs, on nous parle souvent du body positive comme d'une mode récente ou un truc créé par les réseaux sociaux. On entend parfois même cette accusation d'apologie de l'obésité. Ça me semble être un cadrage tellement superficiel des choses. Comment vous répondriez à comment est-ce que votre essai répond à ce genre d'accusation? Alors déjà, la question de l'effet de mode sur les réseaux sociaux. C'est un peu compliqué de le dire. Enfin, c'est une conversation qui mérite d'être quand même assez nuancée. Je pense qu'il y a une chose qui est évidente, c'est que Internet et aussi les réseaux sociaux, entre gros guillemets, nous ont permis d'avoir accès à des théories, à des pratiques, à des discours qui, de fait, appartenaient aux marges. Et donc, comment dirais-je, qui existe par exemple pour le body positive. Le mouvement de lutte contre les discriminations des personnes grosses existe dans plusieurs pays, aux États-Unis, en Angleterre, un peu moins en France, c'est plus les années 90, mais par exemple aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, ce mouvement-là de défense contre les discriminations existe depuis au moins les années 60. Donc de là, ou 60-70, je dirais même 70 plutôt. Ce mouvement-là, il est accolé ou il est en discussion avec le mouvement féministe, donc depuis au moins les années 70. Donc bon, la mode des réseaux sociaux, moi je suis là, souvent j'ai envie de dire, c'est pas parce que vous connaissez pas que ça veut dire que ça n'existait pas, et c'est pas parce que vous avez découvert ça sur les réseaux sociaux que c'est une mode des réseaux sociaux. Première chose. Deuxième chose, sur la question de l'apologie de l'obésité, je trouve que c'est une discussion qui est complexe. Pourquoi ? Parce que on pourrait considérer... Moi, je suis pas en train de dire à tout le monde « devenez gros ». Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est pas ce que je dis, en fait. Ce que je dis, c'est... Je comprends pas pourquoi être gros est une justification à une violence. Quand j'ai une violence, je veux dire des violences qui sont systémiques. Je veux dire, être gros, c'est aussi être potentiellement victime de discrimination au travail. Quand on est gros, on a de fait moins de chances d'obtenir un emploi. En quoi le fait de considérer l'obésité, puisque l'obésité c'est un terme qui est médical, qui est associé à une maladie, si on considère que être en surpoids c'est une maladie, en quoi ça justifie une discrimination ? En quoi ça justifie l'humiliation ? En quoi ça justifie le harcèlement ? En quoi ça justifie des moqueries ? Je trouve que c'est vraiment un discours qui n'a pas de sens. Et par ailleurs, il y a des personnes grosses. Elles ont le droit d'exister. Elles ont le droit de prendre la place. Elles ont le droit de vivre leur vie et pas constamment considérer que leur vie est en parenthèse
et qu'ils sont en train de vivre une vie de pré-mince. Non. Et c'est intéressant parce que je pense que cette notion justement de je vivrai ma vie quand je serai mince, moi je l'ai ressenti. Je pense que c'est une expérience de beaucoup de personnes grosses. Et à un moment, en fait, c'est pas une vie. On va pas vivre notre vie sur le banc de touche en attendant d'être une hypothétique mince. Ensuite, j'ai perdu mon idée. Donc il y a toute cette question-là. Et aussi, dans mon livre, je vais aussi faire des recherches autour de diététiciens, de diététiciennes, notamment des diététiciens qui font partie du GROS. Donc c'est un groupe de recherche sur la question du poids, du surpoids, etc. Et ils expliquent en fait que le poids c'est très variable en fait. C'est la somme d'énormément de facteurs. Donc essayez de, mais en même temps les gens enfin, soyons clairs et honnêtes. Les gens qui parlent d'apologie d'obésité, j'ai du mal à croire qu'ils sont de bonne foi. Et je le dis dans le livre, j'ai une partie aussi dans le livre où je dis, si c'est la santé vraiment des gros qui vous pose problème, si vous voulez, les gens veulent être des sauveurs de gros, pourquoi pas. Mais comme je le dis, bon bah dans ce cas-là, il faut sortir sa carte bleue, mettre son numéro dans le programme Néonès. Je sais pas s'il y a des Néonès en Suisse, c'est une marque c'est une filiale de salle de sport. Il faut décider de se battre pour permettre aux personnes, grosses ou pas d'ailleurs, d'avoir accès à des psychologues, à des thérapeutes, à des diététiciens, etc., etc. Moi, là, je me dirais, bon, d'accord, vous considérez que les gros c'est un problème, vous considérez que le fait d'être gros, c'est l'expression d'un trauma, et en général, les gens les ravalent, donc on accepte que leur trauma soit interne, et nous, on représenterait un trauma externe, admettons. Mais dans ce cas-là, soyez des militants pour rendre la santé de tous et toutes, et pas que les gros, accessibles. Et là, je vous prendrai au sérieux. Mais en général, et j'ai eu ces discussions beaucoup de fois, ce sont pas des discussions de bonne foi. Ce sont des discussions qui visent à justifier des humiliations, des moqueries, voilà, des discriminations en fait. Donc, je considère que tant que vous serez pas de bonne foi, je vais pas vous écouter. Enfin, mais sinon parlons vraiment de santé. Parlons vraiment, parce que je vais pas me tenir là en disant que toutes les personnes grosses sont en bonne santé, parce que c'est faux, parce que toutes les personnes minces ne sont pas en bonne santé non plus. Donc voilà, je pense que il y a vraiment cette question sur la question de la santé, etc., etc. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de mauvaise foi et je pense qu'il faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que ces humiliations, ces critiques, ces discriminations, elles ont des impacts sur les personnes grosses, pas seulement dans leur recherche de travail, mais aussi dans leur santé mentale. Ça a des impacts en fait, une société grosse, une société grossophobe, au-delà même des personnes grosses. Les troubles du comportement alimentaire sont en constante augmentation. C'est pas lié. Donc c'est lié en fait. Donc du coup, voilà, c'est vraiment, je pense qu'il y a ces discussions sur la santé. Je sens pas enfin, c'est très, je m'étale, mais c'est une question qui m'anime. Et c'est peut-être niais de le dire, mais je le dis vraiment quand Bellux l'entend. Il n'y a pas d'amour dans cette question de la potentielle apologie de l'obésité. C'est pas en considération, c'est pas en empathie, c'est pas pour que les gens soient bien, c'est pour enforcer une norme, tout simplement, et enforcer la domination et de la violence, tout simplement. Donc, j'imagine qu'en vivant, en étant vivante, en étant debout, je vais continuer à faire de l'apologie de l'obésité parce que j'imagine que c'est ça en fait la vraie question. La vraie question c'est, est-ce qu'on a envie de voir des personnes grosses qui sont heureuses? Et souvent, bah, non. Non, parce que le mythe a besoin de continuer à prétendre en fait qu'on ne peut pas l'être. On a besoin d'une figure cauchemar pour renforcer la honte. Mais la honte, ça nous, au-delà des codes de beauté, la honte, ça nous emprisonne. C'est un outil de contrôle social en fait, pour dire aux femmes, et pas qu'aux femmes, mais souvent les femmes, de se réduire. Non, prenez toute la place, comme vous êtes. Justement, une des autres questions qui
une autre question que tu soulèves dans ton essai, à partir de cette position qui est la tienne, qui est aussi la mienne, c'est la question de la jalousie. La jalousie que pourraient ressentir ces filles cauchemars envers celles qui ne sont pas, en fait, on va dire, dans le viseur. Cette jalousie, toi, tu l'as décrit comme un piège du patriarcat. Mais la jalousie, c'est quand même un sentiment qu'on peut comprendre dans le contexte qui nous intéresse. Et comment est-ce qu'on vit avec? Comment est-ce qu'on la dépasse? Et pourquoi, au final? Est-ce que vous voulez nous en parler? Bien sûr. Alors, ce qui était important pour moi, pourquoi je parle de jalousie dans ce livre? Parce que quand j'ai décidé de faire cet essai, la non-fiction, certains disent des livres témoignages, mais bon, c'est très réducteur, mais voilà. J'avais envie d'avoir, voilà, comme vous pouvez constater, j'ai des idées très arrêtées, mais j'avais envie d'être honnête. J'avais envie d'être, c'est pas authentique le mot, parce que je sais pas si je peux dire que je suis authentique, mais j'avais envie de dire la vérité, d'être vulnérable. Et pour dire la vérité, parce que sinon, à quoi bon faire un livre sur la grossophobie, j'ai envie de dire. On peut donner des leçons, on peut être... mais je sais pas si je crois je sais pas si je crois au fait de donner des leçons. Qui suis-je pour donner des leçons? Moi, j'ai un avis, j'ai une opinion qui est étayée de faits et de documents, mais voilà. Et l'une des manières pour moi d'être clair sur mes idées, c'était d'être vulnérable. Et donc, de révéler certains sentiments qui sont pas des sentiments très glorieux. Tout à l'heure, on parlait de honte. Personne n'a envie de dire, je suis jalouse de personnes qui sont minces. Voilà, et puis c'est très, comment dirais-je, c'est très, je comprends comment on pourrait me dire, t'as qu'à maigrir alors du coup, comme si c'était si facile, mais bon, bref, on en a déjà parlé. Et quand j'ai voulu parler de jalousie, j'avais envie de parler de jalousie dans un contexte où on parle beaucoup de sororité. La question de la sororité, d'ailleurs, j'ai participé à un livre collectif sur la sororité, mené par Chloé Delhomme. J'avais envie de parler de cette question de la jalousie parce que je trouve que c'était quelque chose qui venait un peu dans les conversations avec des femmes féministes ou pas, mais qui était jamais révélé comme tel. Et là, je me suis dit, tant qu'à faire, on enfonce, on met les pieds dans le plat et on parle un peu de jalousie. Qu'est-ce que c'est de ressentir de la jalousie envers d'autres femmes? Et comment cet outil de jalousie est un outil qui nous permet de nous séparer, en fait, d'empêcher de lier des liens de solidarité. Et donc, je parle comme je le dis, je parle de ma position sociale, parce que je trouvais que c'était intéressant. Et j'essaye de trouver des manières, de la déconstruire, parce que je pense qu'en parler, c'est l'exorciser un petit peu. C'est la rationaliser, c'est la mettre un peu plus loin. Et ensuite, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai cette envie de tendresse, en fait, finalement. J'ai envie de proposer un livre qui est tendre et où les personnes peuvent se voir. J'ai envie de dire, vous êtes jalouse, vous avez été peut-être jalouse de femmes, c'est normal. C'est la norme. C'est pas un hasard. Ça fait pas ça fait pas de vous un monstre. C'est le but, en fait. Parce que de cette jalousie, tout à l'heure je parlais de la honte, de cette jalousie, on va pouvoir tirer de vous du temps, de l'attention, de l'argent, puisque de cette jalousie, parce que quand on se sent jaloux, quand on se compare, parce qu'en fait, au-delà de la jalousie, c'est la question de la comparaison, on intériorise aussi ces normes de beauté, on intériorise aussi ces hiérarchies, en fait. On se dit, elle est tellement mieux et pas moi, qu'est-ce que je vais acheter pour me rendre mieux? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me vendre? Et ça, c'est Mona Chollet aussi qui le dit, je la cite. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me vendre pour que je puisse sortir de moi ces sentiments négatifs? Acheter ce dernier rouge à lèvres! J'adore les rouges à lèvres, par ailleurs, mais... Bon, voilà. Donc, c'était pour moi important de parler de cette jalousie pour deux raisons. La première, c'était de mettre les pieds dans le plat. La deuxième, c'était de montrer à quel point c'est un outil qui est fait en notre défaveur. Et je pense, honnêtement, qu'on a toutes ressenti. Parce que c'est le patriarcat qui nous fait ça. Et après... Le patriarcat et le racisme aussi. Patriarcat, le racisme, l'agisme, enfin... Voilà. Donc, voilà. Et je pense que c'était une bonne entrée.
pour parler encore une fois des systèmes d'oppression qui sont derrière ces sentiments d'envie, de jalousie qu'on peut ressentir. Et j'avais envie un peu de les normaliser pour les rendre moins dévorants. Pour réussir à mieux les dépasser aussi. Je sais pas si on les dépasse, mais on peut les mettre de côté. On peut se dire, ok, là je ressens ça, je vois à peu près ce qui est en jeu. Ok, on passe à autre chose. Ça nous réduit pas, ça nous consume pas, ça nous fait pas aller. Après c'est ambitieux de ma part, hein. Mais ça nous, on peut pas se recentrer sur soi, mais on peut être vigilante en fait, et pas vigilante en se disant on est horrible, vigilante en se disant ah oui c'est le patriarcat en moi. Moi aussi j'ai le patriarcat, le racisme en moi. J'ai le capitalisme en moi évidemment. Enfin, moi aussi je suis un produit de cette époque. Donc, mais on peut essayer de tendre à mieux même si on est imparfait. Et ça, j'en parle aussi de la perfection. Et merci beaucoup. Ça donne beaucoup de pistes de réflexion, et c'est là j'ai envie d'y venir, de rêve, parce que malgré le titre de votre livre qui nomme le mot cauchemar, dans votre essai, il y a une grande place qui est faite au rêve et à la joie. D'ailleurs, pour moi, j'ai l'impression que ça fait écho à cette phrase qu'on entend souvent dans la bouche des féministes afro-américaines, des féministes noires qui disent, en gros, si je traduis, nous sommes les rêves les plus fous de nos ancêtres. Sachant que nous avons atteint des espaces de libération dont peut-être ils et elles ne rêvaient pas. Et que c'est la concrétisation de ce rêve en fait finalement qui nous réjouit et que cette joie en fait finalement est politique. Alors je parle souvent de joie déjà parce que je vais vous le dire en toute franchise, ma mère me dit tout le temps t'es très en colère mais un peu de joie. Et je comprenais pas, elle me disait ça pendant, là je viens d'avoir 31 ans, elle m'a dit ça pendant 6 ans. Et je comprenais pas, j'étais tellement en colère, je me disais j'ai raison d'être en colère, ma colère est légitime, ma colère est voilà. Et maintenant je comprends. Pourquoi? Parce que la colère c'est un moteur, et donc je passe tout mon livre à parler de choses qui sont difficiles, de choses qui nous enragent en fait. Quand on se rend compte de à quel point ça peut nous impacter, tous et toutes. Mais la joie c'est un terreau fertile où on peut espérer. La joie, ça nous fait regarder le futur. En tout cas, c'est la stratégie que j'utilise maintenant, c'est la joie. Parce qu'à un moment, comme je vous disais, la colère, ça m'a consumé, ça m'a bien fait agir, ça m'a bien mis en mouvement, c'est une belle énergie, mais cette énergie, elle est, comme je le dis, elle est à double tranchant en fait. Et je me suis posé la question un moment après être consumé, après que il y a eu les volcans et que les terres sont fumantes et que je me dis mais qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je fais pour me projeter, qu'est-ce que je donne aussi, qu'est-ce que je lègue. Je me suis dit l'outil de guérison qui était à ma portée, qui me ressemblait aussi, c'était la joie, c'est le rêve. Alors rêver c'est dur. Quand on nous dit qu'il n'y a pas d'alternative, que de toute façon le monde sera toujours comme ça, et qu'il sera toujours, il a toujours été comme ça, il sera toujours comme ça, et j'entends souvent cette phrase, mais il y aura toujours des cons, excusez-moi du mot, mais il y aura toujours, voilà. Mais c'est faux en fait. C'est faux, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà des utopies qui ont été réalisées. J'aime souvent le dire. Les esclaves, l'esclavage, c'est quand même ségrégation, esclavage aux États-Unis, mais l'esclavage, c'est 4 siècles. 4 siècles ou 3 siècles. C'est-à-dire des décennies et des décennies et des familles sur des générations et des générations et des générations qui pouvaient pas penser la liberté. Et maintenant, je suis là. Ça, c'est une utopie réalisée, en fait. Il y a peut-être 60, 70 ans, des femmes, elles devaient demander à leur mari d'ouvrir un compte en banque. Ça, c'est des utopies réalisées, en fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire, elle est mouvante. Ça veut dire que c'est faux de dire que c'est la fin de l'histoire, en fait. Ça veut dire que c'est faux de dire qu'il n'y a pas d'alternative. Parce que nous aussi, on a vécu les utopies. C'est nos normes, maintenant. Donc,
j'avais envie, voilà, de contrer ce discours défaitiste, fataliste qui nous dessert, en fait, qui est vraiment fait en notre défaveur, en rappelant, et je le rappelle souvent, en rappelant ça. Les esclaves, on pense comment ils ont fait pour continuer à rêver la liberté alors que pour beaucoup d'entre eux, ils avaient jamais vécu la liberté. Ou même leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents n'avaient pas vécu la liberté. Comment ils ont fait pour conserver des langues, des traditions? Ça, c'est miraculeux. Et je pense pas que, enfin bon, ils ont vécu beaucoup de violence, mais pour beaucoup d'entre nous, je pense qu'on doit conserver cette réalisation que tout est toujours possible, que c'est possible en fait de refleurir. Je le dis souvent ce mot parce que je trouve que voilà, c'est parlant. J'ai des obsessions. Il y a des thèmes qui m'obsèdent comme ça, et le printemps c'est l'une de mes obsessions. C'est le côté poétesse, on va dire. Oui, sûrement. Je plaide coupable. Mais donc il y a vraiment et c'est important de le rappeler, en fait. Et certains ont conservé de la joie. Ça veut pas dire que le monde n'était pas violent, ça veut dire que la joie, c'est un outil qui émancipe. C'est un outil qui émancipe. Et aussi, sans parler même d'esclaves, c'est un peu ésotérique, mais je pense que pour penser les futurs, il faut un peu de foi. On n'a pas le contrôle sur le futur. Ce qui est très difficile pour beaucoup d'occidentaux de penser le manque de contrôle. Mais on n'a pas le contrôle, donc on doit apporter des outils comme, voilà, ça peut être de la poésie, ça peut être de la foi, mais pas forcément la foi juste religieuse, ça peut être la foi en général, je veux dire. Il faut se souvenir aussi de qui on est, de résultats de combien de tempêtes, de tornades, de soupirs, d'amour, de violence, de guerre, de rencontres. Tous et toutes, en fait, on est le résultat de ça, là, en fait. Combien de soupirs et combien de joie, combien de rires sont sur le chemin, en fait, de notre histoire personnelle. Rien que ça, en fait, c'est miraculeux. C'est pour ça que ça m'embête quand les gens sont grossophobes, parce qu'ils voient juste le corps, alors qu'en fait, on est littéralement le résultat d'un miracle, en fait. Pas le miracle forcément religieux, mais vraiment, enfin... Et ça, en fait, ça me fait me dire, l'histoire, elle est pas finie. Donc si l'histoire, elle est pas finie, j'enjoins, même si on n'aime pas les injonctions, mais j'enjoins les gens à rêver, à se dire qu'il y a d'autres futurs qui sont possibles. Et c'est dur, parce qu'on n'a pas les chemins, parce que beaucoup d'entre nous avant se sont trompés, il y a eu beaucoup de violence, même dans les idéologies de gauche, il y a eu beaucoup de violence, il faut être honnête. Donc c'est dur de se dire, mais c'est possible de ne pas être dans ce monde, en fait, parce que c'est le cas. Et voilà, donc c'est un effort qui est difficile, parce que ça veut dire aussi qu'il y a toute une réflexion à avoir sur le temps. Je pense que par exemple, quand on est pris à la gorge, quand on est marginalisé, on subit des violences, on n'arrive pas à penser le futur, en fait. On pense la survie, on pense maintenant, mais il faut aller récupérer ce temps-là, en fait. Faut se légitimer dans cette idée de se dire, mais on a le droit de penser d'autres mondes pour nous, pour nos enfants. Et d'ailleurs, les gens qui ont des enfants, moi j'ai pas d'enfants, mais les gens qui ont des enfants, pour moi c'est une forme de foi. Faut avoir foi en... Enfin, je vois pas comment on peut avoir des enfants sans avoir foi dans ce monde. C'est ça aussi. Donc je pense qu'on a tous et tout un bout de foi en nous, et je pense que c'est le rôle des poétesses, et ça c'est Audre Lorde qui dit, je la paraphrase mal, mais en gros ce qu'elle dit, c'est que la poésie, c'est un outil de réflexion sur les chemins alternatifs, sur les chemins de l'émancipation. Voilà. En parlant de rêve, en parlant d'utopie, je voudrais te remercier, et je voudrais qu'on conclue en fait cet échange. Oui, on a pris le temps et l'espace, mais tant mieux. Mais tant mieux, et c'est pour rêver. Vous proposez, on va laisser Kiemis nous lire un extrait de son livre, justement parler de rêve et d'utopie. Donc, je te laisse conclure tout ça. Je savais en me lançant dans cet essai que je voulais terminer par une forme d'expérimentation. Mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était devenu difficile. J'avais laissé inconsciemment sûrement ma capacité à rêver pourrir dans un coin.
J'imagine que c'est un peu ça l'utopie. Un flou qui vit dans la vision périphérique de celles et ceux qui se battent pour changer le monde. Tu tournes la tête et paf, ça n'est plus là. Comment tu fais quand tu ne sais plus comment rêver et encore moins utopier? Quand je dis rêver, je veux dire créer une réalité alternative pour m'échapper d'une vie qui est pleine d'angoisse, de stress et de grisaille. Utopie, c'est un mot. Utopier, c'est une action. En train de réaliser une utopie. J'utopie, tu utopies, il et elle utopie. J'aurais pu prendre un aller-retour gare de l'Est Coulommiers pour raviver cette flamme. Un peu comme si, après de longues années sans vélo, j'allais rouler dans une rue familière pour me mettre en jambes en attendant que je me souvienne comment pédaler. Je crois que cela ne suffit pas. Je n'ai pas l'habitude de rêver et je sais encore moins le faire quand c'est quelque chose qui dépasse ma petite personne. C'est normal après tout, on n'enseigne pas vraiment la méthodologie de l'utopie et des mouvements sociaux en classe. C'est normal de se perdre, surtout quand on nous bombarde de rêves prêts à porter. C'est la version Kaufman et Broad de l'utopie body positive, ça. Parfois, nos rêves d'émancipation sont bradés et affadis pour les rendre moins radicaux. La radicalité, ça fait peur, alors il faut affadir nos rêves. Mais l'utopie ne peut être inoffensive, car il nous faudra beaucoup d'énergie pour espérer changer le monde dans lequel nous sommes. Alors il faudra, malgré les backlash, malgré les tentatives d'affaiblissement de nos mouvements et de nos pensées, continuer à rêver grand, à rêver fort. C'est une nécessité vitale. Je les entends presque. Les soupirs, les bibles catastrophées, les bibles qui crient à la perte, les bibles qui annoncent les moins, les bibles qui annoncent le rouge, les bibles qui annoncent le crash. Je les entends presque. Bip bip, rouge rouge, les actions en bourse qui chutent inexorablement, les cris étouffés des traders désolés, chut chut, moins moins. Bip bip, c'est le crash. Je les entends presque, les annonces à la radio. Weight Watchers qui met la clé sous la porte. Puis comme j'aime. Une compagnie de produits minceurs, puis 2 compagnies, puis 3 compagnies. La première entreprise qui ferme fait les gros titres. La plus grande boîte de produits minceurs dépose le bilan. Les femmes ne croient plus dans les régimes. Les panels se succèdent, les produits sont retirés des rayons des supermarchés. Puis la première fois, ça fait toujours mal, hein. Et puis on s'habitue. On s'habitue à voir ses concurrentes mettre la clé sous la porte aussi. On s'habitue à ne plus lire de spécial régime dans les feuilles de chou. On s'habitue à ne plus voir les avant-après à la télé, les publicités qui disparaissent des écrans, plus de fenêtres pop-up, la recette miracle pour perdre 20 kilos en 12 jours. Son secret incroyable pour avoir l'air d'avoir 20 ans alors qu'elle en a 80. Bloquées, elles disparaissent. Elles deviennent un vestige du passé. Disparues aussi, les pages de magazines qui se moquent de la moindre parcelle de peau d'orange, de la moindre célébrité surfriquée. Disparues ces leurres qui font croire aux gens que si tu les détestes plus, tu te détesteras moins, toi. Je les vois presque. Toutes ces balances et ces machines anti-cellulite qui s'accumulent dans les poubelles des immeubles. Elles débordent presque, il n'y a que ça. Je les vois presque. Les sourires, le sourire de ces femmes qui les jettent. Je le vois presque. Ce sourire magique, ce sourire fou, ce sourire qui gueule. Je m'en fous de mon poids. Je m'en fous de faire un 34 ou un 52. Je m'en fous de grossir. Je m'en fous de grossir. Je m'en fous de maigrir. Je m'en fous. Je les vois presque. Les chiffres qui disparaissent des étiquettes. Les étiquettes qui n'ont plus de sens. Sans nombre. Plus besoin de les classer. Tu rentres, tu prends un collant, une culotte, une robe, sans te poser de questions, parce que quelle que soit ta morphologie, tu sais qu'il y aura ta taille. En fait, tu te trompes pas. Parce que tu n'as pas besoin de tant de vêtements que ça. Tu n'as plus besoin de nourrir voracement ton armoire de tissu parce que tu cours après la robe parfaite, le sac parfait, la veste parfaite qui te permet de te sentir éphémèrement différent. Plus besoin, non. Plus besoin parce que je me déteste plus d'être imparfaite. Je me déteste plus de ne pas être autre. Je ne me déteste plus de ne pas avoir le corps de l'élite. Toi non plus d'ailleurs. Elle non plus d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance parce que nos capacités à accéder aux ressources qui nous permettent de nous sentir bien ne sont plus déterminées en fonction de nos largeurs. Dans ce monde utopique, personne n'a peur de manquer. Alors, je n'ai plus à me haïr de ne pas ressembler à d'autres, car cette différence ne m'entrave pas dans ma vie quotidienne.
Je la sens presque. L'odeur d'été qui arrive, la joie inaltérée à l'idée d'offrir mon corps au soleil, la légèreté de mon corps dans l'eau qui embrasse sans discuter tous les centimètres cubes de ma peau et de mon être. Et je m'abandonne au soleil, je m'abandonne à l'eau. Je m'y vois presque, sur cette plage immense, face à l'immensité saphir, toutes ces peurs, lourdes, sur mon corps et pieds, ont cessé de m'entraver. Je le sens presque, le vent dans mes cheveux crépus. Peut-être qu'au moment de l'utopie, ils auront tourné à l'argent. Couleur qui témoignera simplement du nombre important de saisons que j'aurais pu voir. Je la sens presque. La libération de ne plus être poussé à devoir courir après la jeunesse éphémère, poussé à devoir courir après la minceur. Ça donne envie d'y être, non? Moi, en tout cas, oui, ça m'a donné envie d'y être. Bah, je pense qu'on a un peu dépassé sur le temps et donc on va libérer Kiemis. On va aussi. Alors, vous voulez faire un petit temps de questions-réponses? Il est 5. Ah, alors, on a le temps pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait envie d'intervenir, une question, une réflexion? C'est toujours la première qui est dure. Ouais. Non. Bah, si c'est pas forcément le cas, moi j'aurais plutôt envie alors de réitérer mes remerciements, de redire merci à Kiemis d'être venu nous parler de cauchemars, de rêves, de joie et d'utopie, de nous avoir ouvert en fait grâce à ces mots des pistes de réflexion très nombreuses. Je voulais vous encourager aussi donc à lire ce livre, mais aussi découvrir tout le travail que tu fais, que ce soit sur Mediapart ou que ce soit en poésie ou dans les innombrables choses que tu fais. T'es un peu un peu hyperactive, non? Étonnant alors que j'adore dormir, mais bon. Donc voilà, merci à toutes et à tous, et puis passez un bon dimanche. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir été aussi attentif pour un dimanche matin. Je vous applaudis.